Cette semaine, la fine équipe de RLM revient sur les annonces du Mobile World Congress de Barcelone, avec comme point d'orgue la présentation des Galaxy S6. Samsung a-t-il photocopié l'iPhone 6? Plus qu'Apple, les rivaux du géant coréen ne sont-ils pas plutôt HTC et surtout les constructeurs chinois qui multiplient les nouveautés à prix cassé? Débat, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition d'ORLM consacrée aux rivaux de l'iPhone 6. On va beaucoup parler de Samsung ce soir, on va essayer de pas trop troller entre nos chroniqueurs et autres invités. Avec en plateau cette semaine à mes côtés le Benjamin de cette émission, Paul Rony. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, le printemps arrive, tout va bien. Voilà, il est tout en un mois, c'est le printemps, écoute, le soleil sort, ça fleurit de tous les côtés. Autre historique dont on fait le max, c'est là. Comment dire, c'est la touche charme de cette émission, c'est elle qui collecte vos questions sur Twitter. Notre vigie du web, c'est Fanny Bouton de Melty.fr et de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Ça va bien? Ça fait plaisir, je te vois ce coup-ci. On a un retour, c'est magnifique. Oui, on progresse, l'émission, tu vois, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu es où Fanny? Je suis à Londres parce que j'ai été invitée par Netflix pour voir une nouvelle série. Well done. On en parlerai tout à l'heure. Bon, très jolie chambre Fanny. Merci. Tu veux venir faire un panoramique? Non, tu es toute seule, hein, tu le promets. Non, on va éviter de changer les réglages, mais Bien. j'ai 60 mètres carrés et même un sauna dans la salle de bain. C'est magnifique. Bon, bah, écoute, on va profiter de ça. Pour le sonar, ce sera en fin d'émission. Soyez au rendez-vous, bien entendu. Autre historique, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans cette émission, mais il a en fait de retour. Il s'agit de Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Bah, il a suffi de prendre le temps de renégocier mon contrat proprement. Tu sais, c'est comme à Hollywood, hein, c'est sans pitié. Je viens pas. Hein. Donc voilà, on a signé au tarif habituel. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais je suis pas très bon en négo. Disons que tu ne peux pas régresser, c'est tout ce qu'on peut dire. Non, une chose est sûre, on pouvait pas baisser ma pige. Non, mon cachet pouvait pas baisser. C'est clair. C'était bien le Mobile World Congress. Tu reviens tout juste de Barcelone. Absolument, où il faisait beau, il faisait bien plus beau qu'à Paris. On travaillait énormément, mais quand on avait 20 minutes pour déjeuner, au moins on déjeunait au soleil. Et des tapas. Bon, alors du Mobile World Congress, on va en parler. On va appeler le dernier chroniqueur de cette émission. Ça fait quelques numéros qu'on l'a pas vu également. Il a participé à 2-3 émissions avec nous déjà. Il s'agit de Driss Abdi de l'Argus du Mobile. Bonjour Driss, comment ça va? Salut Olivier, ça va bien et toi? Oui, et tu es émoustillé par cette flopée de nouveautés qui vont tenter de rivaliser avec l'iPhone 6 et notamment le Galaxy S6. Flopper, le mot est faible, hein. C'est vrai que cette année, on a été bien gâtés au Mobile World Congress. Bien, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer au chiffre de la semaine avec Paul Rony. Cette semaine, on va parler du marché du smartphone en Chine et le chiffre de la semaine, c'est 19%. C'est la croissance du marché chinois au dernier trimestre fiscal, le 4e trimestre de l'année 2014. C'est une croissance assez énorme et on va voir un petit peu comment se partage le gratin des fabricants. Alors à première place, on retrouve le nouveau Xiaomi, après on trouve Apple. Lenovo ou le nouveau? Le nouveau Xiaomi, après Apple, Huawei, Lenovo et Samsung à l'avant-dernière place. Après, c'est tous les autres constructeurs, beaucoup de marques blanches. Effectivement, ils ont une bonne part du gâteau. Alors, le premier constructeur du marché chinois est donc Xiaomi, qui est donc un tout nouveau constructeur. Il n'a même pas 4 ans d'âge, donc c'est une belle performance de la part de Xiaomi. Il a à peine 4 ans, ça a été fondé en 2010 et effectivement, c'est une très belle performance. L'année dernière, Xiaomi avait 12,5% du marché et ils étaient déjà à la première place et Samsung était juste derrière avec un peu plus de 11%. On voit que la chute est très rude pour Samsung. C'est un gadin, tu veux dire, pour Samsung? C'est un énorme gadin puisque Samsung se retrouve sur l'avant-dernière place du top 5. La dernière place du top 5, pardon. Et effectivement, on voit qu'Apple a chippé la place de Samsung, en quoi on pouvait douter. En gros, quoi, la part de marché de Samsung a été divisée par 2 en l'espace d'un an? À peu près, oui. Donc sa croissance a été négative de près de 50%. Voilà, donc on voit bien que pour Samsung, la difficulté, c'est à la fois de résister à la montée en gamme d'Apple avec l'iPhone 6, qui est la référence aujourd'hui en matière de téléphone premium. Et d'autre côté, la rivalité exacerbée des constructeurs chinois qui proposent des téléphones de très bonne qualité à des prix cassés, notamment Xiaomi, j'ai toujours du mal à le dire. Alors votre réaction, on va commencer peut-être par Cédric à ces chiffres. Évidemment, là on est sur le dernier trimestre de 2014, donc il y a un bonus à Apple qui venait de sortir, les iPhone 6. On dit jusque-là que Lenovo est plutôt numéro 1 ou numéro 2 aussi sur une année lissée. Mais c'est vrai que Xiaomi est clairement le leader aujourd'hui du marché, c'est vrai. Oui, mais c'est pas ce qu'on m'a dit moi, alors voilà. Bah oui. Je ne sais pas quel il essaie. Mais c'est vrai que les impératifs sont pas les mêmes dans la même courbe. Des gens qui font pas les mêmes choses en termes de prix, par exemple, parce que l'éventail des prix est beaucoup plus étendu que chez nous. C'est-à-dire que en Chine, tu trouves des mobiles à moins de 25 €, par exemple. Ce qu'on ne trouve pas vraiment chez nous, ça pourrait exister.
pourra y revenir, et avec un haut de gamme qui lui a pas de limite, et on le voit avec les chiffres d'Apple qui sont, et c'est amusant finalement, assez comparable à ce qu'on a chez nous en fait. Driss, ça te surprend ce ralentissement important des ventes de Samsung en Chine? On sait que la Chine aujourd'hui c'est la locomotive, le moteur de la croissance des constructeurs de téléphones. On le voit bien avec Apple aujourd'hui. Non, c'est pas du tout étonnant. Et il y a d'ailleurs la même tendance qui est en train de s'afficher au niveau mondial. Là, il y a les chiffres de Gartner qui sont tombés aujourd'hui pour le dernier trimestre 2014. Comme disait Cédric, Apple a bénéficié à plein de l'effet iPhone et est devenu numéro 1 mondial devant Samsung, qui, figure-toi, n'est même pas numéro 2 ni 3. Non, en numéro 2, tu as Lenovo, Huawei et Xiaomi. Ça, c'est au niveau mondial, ce que tu donnes là. C'est pas il y a les chiffres Gartner qui sont tombés ce matin. Parce que les chiffres que te donne, qu'a donné Paul ce soir, ce sont les chiffres de la Chine. L'échelle du marché chinois fait qu'évidemment, la Chine va un peu dicter ses chiffres au reste du monde en chiffres bruts. Ils vont arriver à un moment où il va se vendre, je sais pas, plus de 500 millions de smartphones par an en Chine. Imagine la part du marché mondial que ça représente. Donc c'est intéressant parce que par exemple, on parlait de Lenovo, tu peux pas acheter un portable Lenovo en France. Tu peux chercher, tu ne pourras pas plus aux États-Unis, d'autant que maintenant ils ont racheté Motorola, donc ils vont laisser plutôt Motorola sur ces marchés-là. Et Motorola sur l'autre gamme, c'est un peu dommage parce que Lenovo ils font des sacrés mobiles. Ils en ont fait avec des grands écrans, ils ont fait des phablettes avec des puces Intel qui allaient très vite, etc. C'est presque dommage qu'on puisse pas les trouver chez nous, mais malgré tout, rien que sur le marché chinois, ça fait bouger la balance au niveau mondial. Paul, une réaction? Oui, parce que par rapport à ce que disait Cédric, il a entièrement raison. Cette année, en 2014, le marché chinois, c'est 420 millions d'unités, ce qui est déjà assez énorme. Pour Apple, ça représente 33% de ses ventes et l'Amérique du Nord arrive bien derrière avec 24%. Voilà, donc pour donner une échelle par rapport à ce qu'il disait, par rapport aux fabricants et effectivement au fait que la Chine va plus ou moins dicter ces chiffres au reste du monde. C'est-à-dire qu'au sein du chiffre d'affaires d'Apple, aujourd'hui, la Chine pèse déjà plus que l'Europe et devrait à terme peser plus que les États-Unis. C'est du moins ce que promet Tim Cook dans les années qui viennent. Et ce qu'il y a d'assez impressionnant aussi, c'est que ce trimestre-là, Xiaomi a eu une croissance de 150% et celle d'Apple a été de quasiment 100%. C'est quand même des chiffres qu'on n'a plus l'habitude de voir. Et Xiaomi, on aura l'occasion d'en reparler ce soir tout au long de cette émission. C'est vrai que c'est également un constructeur qui est peu connu, même si on arrive quand même à en dégoter quelques exemplaires, qui s'inspire beaucoup, en tout cas du design et des interfaces d'Apple, et qui a fait beaucoup de mal à Samsung. Samsung, c'est le sujet principal de cette émission. Si vous êtes d'accord, parce que ça a été l'annonce phare, les amis, à Barcelone cette semaine, avec la présentation non pas d'un, mais de 2 Galaxy S6. C'est une gamme dorénavant le S6. Et ce qui a le plus marqué peut-être les esprits, c'est l'arrivée de la version Edge du S6 qui dispose d'un écran courbé, Cédric. Oui, on avait déjà vu ça au moment du lancement du Note 4, ou plutôt qu'un Note sur leur phablette, ils en avaient lancé 2 avec un Note 4 Edge aussi. Sinon, que le Edge n'était que d'un côté, n'était que du côté droit de l'écran, avec en plus un biseautage beaucoup plus prononcé, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'épaisseur. Enfin bon, il faut le voir pour le comprendre. Là, c'est des deux côtés, donc que vous soyez droitier gaucher, ça ne changera rien. Et bon, évidemment, c'est d'abord un joli tour de force en termes d'ingénierie pure. La patronne du marketing des mobiles. Il s'est passé plein de trucs vachement rigolos pendant cette keynote, c'était assez inhabituel. Il y avait beaucoup de femmes sur scène, ce qui pour une entreprise coréenne n'est pas le truc le plus logique du monde. Et la patronne du marketing disait, il faut se réaliser ce que c'est de faire des écrans courbes. Ça va parce que c'est de l'OLED, mais du verre courbe autour. Enfin, c'est un défi technique pas mal. Et surtout, ça donne un téléphone, du coup, au design qu'on n'a jamais vu. Jamais vu, permets-moi d'en douter un petit peu, Cédric. Mais non, on va y revenir. Regarde la tranche. De face, oui, jamais vu. De dos, on peut en discuter. Derrière Paul. Ah, vous voulez parler déjà du dessous avec les petits trous et tout ça? Oui, mais ça, je vous sors 4 Chinois qui l'avaient déjà. Mais ce que je veux dire, l'impression en plus est particulière quand tu le prends en main. Pas le voir dans les images, c'est que ça donne une légèreté au mobile qui est assez intéressante, alors que il a un peu plus de batterie que le S6 normal. Voilà. Sinon, les specs sont pour l'essentiel les mêmes en termes de photos, d'écran, de tout ça. On va en parler tout ça dans un instant. Voilà, ça donne vraiment un téléphone assez agréable à tenir en main. Non, je disais, il s'est passé des trucs rigolos pendant la keynote. Je vous en raconte juste un. Le patron du mobile chez Samsung, il s'appelle Jackie Shin.
C'est lui qui a inventé le mobile chez Samsung. Au début, il était ingénieur et c'est lui qui a fait les premiers portables au moment où personne n'y croyait. Donc aujourd'hui, évidemment, il est patron du mobile de manière absolument incontestable. Et il est arrivé sur scène. Les Coréens d'ordinaire sur scène en keynote, c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire ils ont un très fort accent, etc. Et pour la première fois, il a décidé de l'assumer. Il est arrivé sur scène et il a dit I may not be the best public speaker. Je suis peut-être pas le meilleur orateur que vous allez entendre. But that's because my first language is engineering. Mais c'est parce que ma première langue, c'est l'ingénierie. Et donc ça a donné une keynote 1 qui était courte. Et ça a duré 45 minutes. Ouais. Avec quand même, j'ai trouvé ça intéressant et assez différent de tout ce qu'on avait vu jusque-là. Et puis surtout là où on attendait un S6 qui allait ressembler à peu près à ça, on s'attendait vraiment pas au S6 Edge. Oh, arrête avec l'invitation. J'avais dit qu'il y aurait un écran incurvé comme un Edge. Alors, Fanny, t'en as pensé quoi de cet écran incurvé, même si, par rapport à ce que disait Cédric, le système de notification n'est pas aussi évolué que le Galaxy Note Edge. Une chose que je voulais préciser, c'est que contrairement au Galaxy Note Edge, l'écran est plat en fait. C'est le verre, la courbure c'est le verre qui est courbé, pardon. C'est-à-dire que l'écran ne peut pas l'utiliser comme sur le Note Edge sur le côté pour afficher des notifications. Paul, en fait, il n'y avait pas un, il y avait deux écrans sur le Note Edge. Quand vous mettez l'écran face contre terre, c'est-à-dire que ça permet de faire plusieurs choses. Ouais. Sur le Note Edge, on pouvait vraiment voir des choses, faire défiler de l'information. Là, il y a juste une toute petite zone qui permet de laisser passer la couleur de l'écran. C'est utilisé pour un truc, c'est que vous pouvez choisir vos contacts favoris. Et je sais pas, je décide que Olivier c'est vert, par exemple. Et si Olivier m'appelle avec le vert et face contre terre, je verrai quand même un petit liseré vert qui va défiler pour savoir si je prends l'appel ou pas. Bon, si c'est Olivier, je le prendrai peut-être pas. Donc, je te disais, Paul, à l'instant, la différence principale entre le Note Edge et le Galaxy S6 Edge, c'est qu'effectivement, on ne peut pas lire les notifications, et donc c'est juste des effets de couleur. Parce qu'en fait, il y a deux écrans sur le Note Edge. Sur le Note Edge, tu as vraiment deux écrans. On le voit d'ailleurs, la courbure est beaucoup plus prononcée. Ouais. Et par contre, tu as gardé par exemple la petite fonction qui est assez sympa quand tu le poses à côté de toi sur une table. Si tu tapes sur l'écran, ça te fait comme un réveil. En fait, tu arrives à lire l'heure sur la tranche. Mais effectivement, le Note Edge, ils avaient vraiment mis l'action. Tu avais un dock d'icônes, tu avais une petite réglette. Enfin, il y avait énormément de choses qui étaient possibles. Là, on a perdu en fait beaucoup de fonctions. Mais par exemple, c'est pratique. Tu es sur une page web, tu veux slider sans cacher le contenu, tu peux le faire. Voilà, et ça donne visiblement, je ne l'ai pas eu en main, c'est assez agréable. Donc effectivement, c'est une avancée. On avait vu le G-Flex de LG dans un autre genre d'écran courbé. Samsung reste sur ce modèle-là, qui ressemble beaucoup au Note Edge, mais avec effectivement le fait que c'est qu'un seul écran et que, comme ça a été expliqué, c'est assez difficile à fabriquer d'ailleurs, c'est la vitre vraiment qui se courbe autour de l'écran et qui permet d'avoir cet effet. En clair, aujourd'hui, la difficulté pour Samsung ou encore LG avec ses mobiles, c'est de pouvoir se différencier par rapport à la concurrence. Et l'avantage de LG et de Samsung, messieurs, dames, c'est qu'ils produisent leur propre dalle, qu'ils peuvent se réserver éventuellement quelques exotismes ou quelques raffinements comme ces écrans courbes dont ne bénéficie pas aujourd'hui Apple. Donc là, c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui pour Samsung. Alors, Cédric. C'est ce qu'on croit sur le côté, ils peuvent se réserver leur propre technologie. C'est ce que j'ai cru pendant très longtemps. Ouais. J'ai eu des discussions très intéressantes avec des gens de Samsung dont je ne citerai pas le nom. Non, parce que c'est des discussions que tu as autour d'un dîner, donc au bout de 3 verres, est-ce que ce qu'ils te disent, ils ont... peu importe. La division composante de Samsung, c'est-à-dire ceux qui font les processeurs, les écrans, etc., traite Samsung Electronics, enfin Samsung Mobile par exemple, comme un client comme les autres. En clair, ils n'ont pas d'exclusivité. Non, mais je te promets. Ils n'ont pas d'exclusivité ouverte. Il arrive à Samsung de ne pas arriver à s'approvisionner en composants. Pourquoi ? Parce que Samsung Electronics, par exemple, a vendu l'essentiel de ses mémoires du mois à Apple. Ça arrive de manière absolument courante. Donc, en fait, il faut qu'ils se battent. Alors, évidemment, il y a la proximité de la langue, mais il n'y a pas de choses que Samsung Electronics fait avec uniquement Samsung Mobile dans l'esprit. C'est tellement un conglomérat énorme, Samsung, que finalement, presque, chaque entité vit sa propre vie, en clair. Samsung, nous on voit un tout petit bout du conglomérat Samsung. Tu vois pas les chantiers navals, la banque, l'assurance et le médical. Ouais. Mais de fait, ce sont des entités qui fonctionnent les unes à côté des autres, mais pas forcément toujours main dans la main. Alors derrière Paul, on peut voir le LG G-Flex. Driss, Fanny, cette idée de courber les écrans, est-ce que vous pensez que ça peut être une valeur ajoutée crédible pour contrer, je dirais, le dynamisme des ventes et répondre à l'iPhone 6 ?
Écoute, moi c'est ce que je disais il y a pas très longtemps, j'en parlais avec Grégoire et avec d'autres. On est arrivé à maturité sur le marché du smartphone, sur vraiment le fait que on est arrivé au top des caméras, au top du réseau, du GPS, etc. C'est difficile de faire vraiment mieux et d'épater tout le monde. Donc on va y aller. Il faut aller sur le design et forcément la courbure c'est un plus. Après, est-ce que c'est utile? Moi, le LG, par exemple, j'ai pas, je l'ai trouvé pas forcément agréable en prise en main. Hmm. Voilà, c'est un peu comme la 3D, ça devient des éléments plus marketing ou de changement pour forcer les gens à changer de smartphone. Mais je pense qu'on est vraiment à maturité et que les gens ils vont plus changer tous les ans. Parce que c'est plus flagrant. Moi, là, si j'avais pas eu un iPhone 6 Plus en prêt, j'aurais pas forcément acheté parce que le 5S, même s'il était petit, il faisait déjà un super boulot, même pour mes vidéos, pour la télé. D'accord. Donc voilà. Driss, alors la courbure des écrans, effet marketing, argument marketing ou vraie valeur ajoutée pour l'utilisateur? Alors, pour moi, c'est un peu comme le QHD, tu sais, cette super résolution sur des écrans de 5,5 pouces. Ça va te permettre deux choses. D'une part, de te différencier forcément, et d'autre part, de vendre ton produit plus cher. De justifier le tarif de ton téléphone. Il y a une chose, hein, tu parlais tout à l'heure du fait que ce sont des exclusivités pour les grandes marques. Eh ben non, figure-toi que les Chinois aussi se mettent à faire du courbet. Ah Je merde. ne sais pas si vous connaissez le constructeur Zoppo. Ouais. Donc Zoppo qui annonce là le Zoppo Touch Z530. Vous pourrez voir ça sur l'Argus du mobile. C'est un téléphone dont l'écran est exactement le même que le S6 Edge, un écran ce qu'on appelle 2,5D, donc l'écran avec cette courbure sur le dessus. Ils n'ont pas encore annoncé le prix, mais je pense que là ils vont encore une fois baisser les tarifs, étant donné qu'en termes d'autres composants, c'est pas la même chose. Donc voilà, un côté différenciant qui te permet de faire quelque chose d'autre que ce que font les concurrents, et également de justifier parfois un prix. Je préférais vraiment un dos comme celui du Yotaphone, tu vois, avec un écran en e-paper. Ouais, en e-paper, en encre numérique. Ouais, c'est vrai que c'est en très original. Il y a même des housses pour iPhone qui font ça. Je te montrerai ça si tu veux, Cédric. Fanny. Driss l'a dit à l'instant, l'enjeu pour Samsung, c'est d'arriver à trouver une différenciation par rapport au marché. Donc on l'a vu avec l'écran courbe du Galaxy S6 Edge, le nom est à rallonge, mais également une volonté de se différencier, de monter en gamme par rapport à la multitude de constructeurs chinois qui lui font du mal et qui font une rupture de sa propre croissance, on l'a vu sur le chiffre de la semaine. Il avait une nécessité de monter en gamme, une nécessité d'adopter des matières nobles, et sur ce point, qu'est-ce que tu en as pensé, Cédric, de ce nouveau design tout en métal des Galaxy S6? Il n'est pas tout en métal, le cadre est en métal, c'est un cadre unibody, on connaît ça, et l'avant et l'arrière sont en Gorilla Glass 4. Là aussi, on oublie souvent de dire que Gorilla Glass c'est Corning et Corning c'est Samsung. L'entreprise Corning s'appelle Samsung Corning, donc voilà. Ça donne de fait moi j'ai jamais été un adversaire du dos en plastique parce que ça permettait de faire des choses qu'on pourra plus faire, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est très joli, et en plus ils ont choisi non seulement des couleurs mais même des textures de couleurs métallisées. Donc il y a un modèle qui est censé être gold, moi je le coupe plus argenté. Tiens, vous avez cherché ça. Un gold très clair. Mais extrêmement brillant, là, contrairement à ce qu'on connaît côté iPhone. C'est-à-dire que vraiment, ça brille. Et alors, le truc, moi, ma couleur préférée jusque-là, il y a un vert, genre, tu vois, vert forêt, mais argenté, que je trouve assez sublime. Et en tout cas, une couleur qu'on n'a jamais vue avant sur un smartphone. En tout cas, ce nouveau design a beaucoup fait réagir la blogosphère, Twitter, Facebook, les réseaux sociaux. Ça a été une vraie traînée de poudre, et Samsung s'est pris une volée de bois vert, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est vrai quand même la ressemblance avec l'iPhone 6 est assez grande. Alors regardez on a trouvé amusant de sortir ce qui résume bien la tendance de ce qu'il disait sur les réseaux sociaux. C'est un tweet d'un compte parodique de Johnny Ive, je vous lis. Et Samsung, vous avez oublié le port Lightning, bip, je ne vais pas traduire. Et c'est vrai que quand on le pose comme ça, on le voit sur ce cadre, j'ai l'impression de voir mon iPhone 6. Fanny, ton avis? Oui, bah clairement, il ressemble, hein. Tout le monde l'a dit, il n'y a pas photo, et ça a même jasé sur le fait qu'un designer était embauché pour ça, mais que dire? Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, effectivement, Apple a embauché récemment, Paul, un designer. C'est un ancien responsable de Tangerine,
un cabinet de design très connu en Angleterre, puisque c'est un certain Jonathan Ive qui a travaillé à ses débuts avant de rejoindre Apple. C'était le coprésident de Tangerine en fait, et c'est assez amusant puisque d'un côté on a Johnny Ive chez Apple et de l'autre on a donc Lee Dong-tai chez Samsung. Je pense que malgré son embauche, du coup vu qu'il a été embauché récemment, son travail n'a pas encore porté sur le design de Samsung. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire parce qu'il est quand même très connu lui aussi. Tangerine est un cabinet réputé et je pense qu'il peut apporter vraiment quelque chose à Samsung. Ouais. Et bilan donc. Une chose quand même, on n'aura pas forcément le fin mot de cette histoire évidemment parce que à moins d'avoir une taupe chez Samsung, qui nous montre où était le design. Qui boit plus de 3 verres au dîner avec Cédric. Ouais, il y a 4 mois, tu vois ce que je veux dire. Non. Mais je pense pas que Samsung a attendu de voir la sortie de l'iPhone 6 pour savoir à quoi allait ressembler son téléphone qui devait être prêt. Mais Cédric, il n'avait pas besoin, parce que tu te souviens que les fuites d'iPhone 6, elles ont commencé à sortir en février l'année dernière. Ça a commencé très très tôt, oui, enfin voilà. Oui, non, mais bien sûr. Non, la ressemblance, franchement, la ressemblance en dessous, elle est flagrante. Ceci n'est pas un Samsung. Voilà. Et on peut se poser la question. Ça, c'est un iPhone, il y a un seul rang de trou. Sur le Samsung, il y en a 2. Voilà, mais bon. Mais il y en a un qui doit pleurer, c'est HTC. Évidemment. Ouais. Driss, ta réaction, est-ce que c'est pas un peu dommage de la part du leader du marché, qui reste encore leader du marché, du moins en France, Samsung, comme ça, entre guillemets, de se contenter de copier ce qui marche et de ne pas partir sur ses propres codes de design et d'être un peu plus ambitieux. On sait qu'ils étaient en retard. Hein. Le plastique des anciennes versions n'a pas vraiment convaincu les dernières générations, le S4 et le S5. Ton avis ? Le Samsung en fait faisait face à un grave problème avec notamment le S5, c'est qu'ils n'ont pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés. On va pas dire que le S5 a été un fiasco, mais les ventes n'étaient pas du tout à la hauteur des précédents modèles, et donc il était nécessaire pour eux de réagir, d'autant plus que, comme on le disait tout à l'heure, outre l'innovation, ils ont été beaucoup critiqués par le plastique, donc le fait d'utiliser des matériaux un peu plus nobles, ça leur permet de justifier le positionnement plus haut de gamme du S6. Oui, parce surtout par rapport aux constructeurs chinois qui proposent l'équivalent, pour moins cher. Pardon ? Surtout que tu as des constructeurs chinois qui proposent l'équivalent pour moins cher, avec eux des matières nobles. Beaucoup moins cher, oui, tout à fait. Et alors là, bon, pour le coup, je vais me faire l'avocat de Samsung. Oui. C'est pas les premiers non plus à avoir copié l'iPhone. Là, si tu veux, des copies d'iPhone, encore une fois, même sur le Mobile World Congress 2015, on en a encore une flopée qui ressemble énormément. Bon, c'est vrai que là, quand on regarde la tranche inférieure du S6, c'est la ressemblance, elle est vraiment Mais encore une fois, le cloneur spécialisé, je dirais aujourd'hui, de la ligne, de tous les produits Apple et même de l'interface, c'est pas Samsung, c'est Xiaomi et c'est vraiment le rival redoutable de tous les constructeurs de mobiles pour les années qui viennent, vous allez voir, parce que au prix où ils vendent ses produits, mais pas que loin de là. Mais il y a Lenovo maintenant avec le duo Lenovo Motorola. C'est énorme parce qu'ils couvrent à peu près tout le marché du super pas cher au super rapide, au petit, au grand, au luxueux, machin, etc. avec plusieurs marques. Et ce qu'on a vu de Huawei par exemple à Barcelone, ce qu'on a vu même de ZTE, c'est plus. Il y a encore 3 ans, tu regardais et bon, c'était un peu c'est pareil qu'en face, mais c'est quand même nettement moins bien. Ça, c'est terminé. Il y a quand même des trucs très très impressionnants. Oui, ils montent en puissance comme en son temps Samsung est monté en puissance, Cédric. C'est exactement le même phénomène avec les constructeurs coréens par rapport aux constructeurs américains ou japonais en son temps. Et les japonais par rapport aux constructeurs européens. C'est vraiment des questions de génération. C'est exactement, ils sont en train de vouloir faire aux Coréens ce que les Coréens ont fait aux Japonais. Alors, l'adoption du métal, par contre, ne se fait pas sans conséquence, Paul, et sans compromis. Donc, plus fine, une machine plus fine. Et d'un autre côté, évidemment, si c'est du unibody, on ne peut pas changer la batterie. Et oui, c'est fini. C'était un des arguments massieux contre l'iPhone, avec aussi la possibilité d'ajouter une carte SD. Ça aussi, c'est fini. On ne peut plus changer la batterie du S6, on ne peut plus lui ajouter de carte SD. Les capacités de stockage ont beaucoup évolué, il faut le dire aussi. Contrairement à Apple, il y a aussi un modèle 32 Go, ce qui est toujours agréable. Mais voilà, on perd ces capacités-là. Et aussi, quelque chose qui m'a un peu déçu, moi, parce qu'au lieu que Samsung l'enlève, j'aurais aimé qu'Apple l'ajoute, c'est l'étanchéité. Voilà. Donc le S6 n'est même pas la norme IP67. Ouais, alors on sait que du côté de Sony, qui aime beaucoup les matières nobles, on a réussi à rendre les téléphones étanches. Driss, ton avis sur justement la disparition de cette fonction, est-ce que c'est un effet de mode ? C'est quand même assez pratique. On sait qu'aujourd'hui, la première cause de panne de l'iPhone, c'est quand il tombe dans les toilettes ou qu'il tombe dans la baignoire.
C'est exactement ça. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à Sony, c'est qu'au Japon, les téléphones étanches, c'est une tradition. C'est quelque chose qu'ils ont depuis des années et c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. Alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au S5, c'est vrai que le S6 n'est plus étanche. Moi, il y a une chose qui m'avait marqué l'an dernier lors de la conférence du S5, c'est qu'on nous disait attention, bon, il était IP67 de mémoire, mais on nous disait attention, il ne faut pas le mettre dans l'eau, etc. Ils ont eu beaucoup de problèmes au niveau du SAV, notamment à cause du petit cache que les gens oubliaient peut-être pour le micro USB de protéger la prise USB, oui. Voilà, donc aujourd'hui le S6 reste quand même, il n'est pas étanche, mais bon, il est IPX7, je crois, quelque chose comme ça. Donc il résiste encore aux projections, on peut le sortir sous l'eau, enfin quand il pleut un peu dans la rue, mais c'est vrai que voilà, on perd l'étanchéité. Encore une fois, toute relative du S5, moi j'en ai coulé un et pourtant j'ai fait très attention de boucher, de fermer le cache. Et ça n'a pas suffi. Voilà. Non, ça n'a pas suffi. Alors, est-ce que vous trouvez crédible la proposition montée en gamme de Samsung présentée cette semaine? Il faut rappeler les prix quand même. On est autour des, je les ai devant les yeux, autour de 699 € pour la version 32 Go. Donc, comme il n'y a plus de carte SD, maintenant il se décline comme les iPhones en 32, 64 et 128 Go. Donc, je vous donne les prix 699, 799 et 899 € pour le Galaxy S6. Et pour la version Edge, il faut compter à peu près 50 € de plus par 150 € de plus, pardon, 150. Merci Cédric. Par terminaux, est-ce que vous trouvez donc cette montée en table crédible? Est-ce qu'aujourd'hui, la marque Samsung a suffisamment une aura pour contrer l'iPhone 6, notamment en Chine? Alors en Chine, je sais pas. C'est compliqué parce qu'évidemment, ce qui se passe d'abord en Chine, c'est que tu vois, si demain il y avait un super constructeur français qui te fasse des super smartphones français, bah t'aurais peut-être envie d'acheter français. Eh ben les Chinois, c'est pareil. Bah oui, c'est bien sûr. Sauf qu'il n'y a pas ou peu d'équivalent au haut de gamme d'un iPhone 6 ou d'un 6 Plus. Donc à voir. Il y a quand même des trucs sur lesquels vous avez fait l'impasse, qui sont aussi les explications de Samsung. Non, mais sur par exemple la batterie amovible, évidemment, moi j'ai toujours été fan de la batterie amovible, mais il se trouve que j'ai jamais acheté une deuxième batterie. Je te le fais pas dire, Cédric. Et le constat de Samsung, il a été là, c'était de dire les gens sont attachés à l'existence de cette chose, mais très peu l'utilisent. Idem pour le micro SD. Et peut-être un peu plus pour le micro SD. Pour la petite histoire, à chaque conf Samsung de ces 4 dernières années, quand tu allais à la conf Samsung, tu repartais avec le dossier de presse sur une micro SD, et ben cette fois ils ont donné une batterie amovible. Alors est-ce que tu les trouves crédibles, leurs propositions? Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que la marque a... C'est un peu, tu vois, le S5 de Samsung était un peu comme le 5S d'Apple. C'est-à-dire on disait, ah bah c'est sympa, mais ça a quand même pas beaucoup changé. Et je pense que ça a beaucoup nui à, sinon leur vente, du moins l'image. Donc là au moins ouais, le changement il est clair, il est net, il est même massif avec le Edge et de fait ils sont pas allés se battre sur des terrains de prix où ils seraient retrouvés face aux Chinois. Donc ils font une machine qui est différente à des prix qui sont différents. Le problème va se poser pas tant dans les prix tels qu'on les donne là parce qu'on les donne sans subvention opérateur, mais il faut jamais oublier que ces prix-là, personne, tu vois, c'est quoi le pourcentage de gens qui sortent 800 € pour acheter un téléphone sans subvention? C'est quand même très très léger. Ouais, mais c'est quand même la somme. La somme affichée aussi par les opérateurs sans subvention, mais derrière, peut-être qu'ils... Tu veux dire quoi? Que Samsung va accorder plus de ristournes qu'Apple concrètement auprès des opérateurs? Non. Ce que je veux dire, c'est que la différence de 150 € entre le S6 normal et le S6 Edge, elle ne va pas énormément quand tu parles de prix sans subvention. Or, la subvention va être la même pour les deux. Donc même dans quelques temps, quand les téléphones vont commencer à baisser de prix, je sais pas, dans 9 mois par exemple, tu vas en avoir un qui va être à 150 € et l'autre qui sera à 300. Ouais. Donc là, avec une subvention et un abonnement de... Donc tu es en train de me dire, Cédric, que si demain ils vont en vendre par kilomètre et par camion de Galaxy S6, c'est parce qu'ils arriveront à proposer une proposition beaucoup moins élevée que celle d'Apple chez les opérateurs. Parce qu'Apple, il est hors de question qu'ils bassent le prix de l'iPhone 6. Non, je pense pas. Non. C'est ce que tu me dis. Ça va rester comparable. Ils sont comparables au début. Non, je te dis que la différence entre le S6 et le S6 Edge va se voir encore plus en termes de prix une fois appliqué les subventions d'opérateurs. C'est-à-dire que si tu vas... Parce que là, tu te balades dans les rues de Paris, tu as des notes Edge à 149 € aujourd'hui déjà. Voilà. Chez SFR. Absolument, mais c'est pas le dernier modèle. Donc voilà. Mais non, je pense qu'ils ont fait assez différent. Je pense en plus que, comme d'habitude, on va pas
estimés plus intelligents que Samsung. Je pense que leur étude de marché, ils l'ont faite de manière assez précise. Et puis ensuite, il reste d'autres choses. D'autres choses dans le reste de la gamme. Il se passait quand même un truc rigolo sur le stand de Samsung au Mobile World Congress. Ouais. C'est que si toi ou moi, on allait sur le stand avec notre petit badge presse, on nous dirigeait vers une entrée pour la presse, avec un espace à l'intérieur où on pouvait tout tester, tout toucher. Si tu étais client ou partenaire, il y avait la même chose, mais de l'autre côté. Si tu n'étais ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire en gros, si tu étais simple visiteur ou même concurrent, parce que évidemment, un salon, ça sert à aller voir ce que faisaient les concurrents, bah, tu pouvais voir le S6, mais sous cloche, tu pouvais pas y toucher. C'est jamais. Mais en même temps, ouais, ils sont quand même sympas avec les concurrents, parce que je rappelle l'histoire de l'année dernière, je sais pas si on l'avait raconté, où on a vu arriver le patron, le président de LG, sur le stand de Samsung, qui a dit: est-ce que je peux venir voir le S5? Il a été accueilli par le président de Samsung, qui lui a dit: mais je vous en prie, suivez-moi. Ouais, et on sait qu'il y a une grande rivalité entre les deux marques. Concrètement, Fanny et Driss, pardon, est-ce que vous avez trouvé donc la réponse à l'image de Cédric de Samsung crédible sur le marché premium? Et est-ce qu'au-delà, vous ne pouvez pas imaginer est-ce que Samsung, vous trouvez que la marque est suffisamment forte pour pousser quelqu'un à mettre 800-900 € dans un téléphone? Carrément, est-ce que Samsung n'aurait pas intérêt à développer une marque parallèle, une marque plus premium, un peu comme a su faire en son temps Toyota avec Lexus, parce que Samsung, c'est une marque généraliste. Écoute, je sais pas. Moi, je crois surtout que oui, ça va être très dur avec les Chinois maintenant dans la cour de jouer. Et que avec Apple de l'autre côté qui continue à aller très très bien. Là, on parlait du Japon, Apple. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, on pouvait encore acheter un iPhone au Japon. Et ben les étrangers, c'est fini, on n'a plus le droit d'acheter son iPhone au Japon depuis quelques semaines parce que il y avait énormément de Chinois qui passaient la frontière jusqu'avec 50 iPhones, dont certains scotchés autour d'eux, tellement ça cartonnait que c'était moins cher là-bas. Et voilà, donc c'est toute la force d'Apple et Samsung ne l'a pas. Donc voilà, je pense que ça va être dur pour eux cette année. Driss, de ton côté, toi qui aimes bien aussi l'automobile, tu as mis une émission avec notre ami Alexandre Lenoir sur Watch TV sur ce thème-là, le garage, je vous invite à aller le voir. On sait qu'il y a des équivalents marketing dans l'automobile, je parlais de Lexus, on sait qu'il y a des équivalents également dans la téléphonie avec Vertu. Exactement. Bon, là, on n'est pas dans les mêmes niveaux de prix que Vertu, heureusement. Je ne sais pas si Vertu a les mêmes volumes que Samsung. Bon, déjà, Fanny, je te rassure, tu n'achèteras probablement plus un Samsung au Japon parce qu'a priori, ils sont en train d'envisager de quitter ce marché-là parce que ça ne marche pas du tout au Japon, là, pour le coup. Pour ce qui est des autres marchés, je pense que ça va être compliqué, surtout pour le Edge, parce que quand on regarde les deux terminaux, fondamentalement, ce sont les mêmes, exactement. Il y a juste cette plus-value de l'écran. Bon, c'est vrai que ça fait envie, c'est très joli. Au-delà de l'effet gadget, est-ce que j'ai envie de dépenser 150 € de plus? Je suis pas sûr. Après, effectivement, il fallait justifier quand même le positionnement haut de gamme, encore une fois. Donc là, on a quand même un produit qui, en termes de valeur, est beaucoup plus attrayant que ce qu'on avait auparavant avec un produit plastique. Parce qu'il faut garder à l'esprit que le S5 n'était pas donné non plus. C'était pas un smartphone qui s'adressait à l'entrée de gamme. Donc, je pense que effectivement, les subventions vont aider pour ce qui est du marché français. Là où le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, le marché du téléphone nu, c'est ce qui a explosé depuis l'arrivée des forfaits à bas prix. Et donc là, il y a des concurrents qui ont une proposition très intéressante. Ça va être difficile, c'est pas gagné. Ce qui est amusant, Paul, c'est que Samsung avait imaginé cette stratégie de gamme avec une gamme plus premium, et c'était la gamme Galaxy justement. Oui, à la base, en fait, la marque Galaxy occultait un peu la marque Samsung. Le but étant un peu comme tu as dit, de faire comme Lexus, d'avoir une marque de téléphone réellement premium, et les gens n'auraient pas vu Samsung, mais Galaxy. Et puis finalement, au fur et à mesure, quand les Galaxy se sont mis à très bien marcher, c'est-à-dire quasiment dès le début, Samsung s'est mis de plus en plus en avant. Et au final, on a un peu perdu cet esprit Galaxy. Et est-ce que c'est un peu dommage? Est-ce que l'effet marketing de Samsung n'a pas été dilué là-dedans, justement? Est-ce qu'il ne fallait pas continuer à surfer sur cette vague? Il y a une grande ressemblance entre les hauts de gamme et l'entrée de gamme. Il y a une vraie signature de marque. À partir du moment où, moi, je sais que j'avais des amis qui étaient complètement perdus entre les Galaxy Mini et les Galaxy normaux et qui me disaient: je ne comprends pas pourquoi les Mini sont moins puissants, et qui avaient l'impression un peu de... Ils ne comprenaient pas. Il fallait toujours leur expliquer que
dans le monde Android, un téléphone plus petit, il est souvent moins puissant. Maintenant, c'est la même chose chez Pas la même Apple. code chez Apple, hein, Bah, en ce temps-là, en tout cas. Chez Apple, maintenant, tu as l'iPhone 5C, l'iPhone 5S qui sont tous les deux moins puissants qu'un iPhone 6. Tu n'as pas d'iPhone 6 mini, à mon grand C'est-à-dire regret que j'ai un d'ailleurs. téléphone hyper puissant, parce que j'ai un iPhone 6 Plus. Waouh, Tu super. dois compenser quelque chose, mais nous n'en Certainement. parlerons pas ce soir. Non, je commence rien du tout. Bien, ben, en tout cas, on est arrivé à peu près à la moitié de cette émission. C'est l'heure de la mi-temps de Fanny. Alors, on a justement face au Galaxy S6, plus de port SD, batterie amovible. Il reste quoi au Samsung Fan? Cédric, Ah, il y a quand même des choses qu'on n'a pas évoquées jusque-là. L'explication sur pourquoi on n'a plus besoin de changer la batterie, elle est double. D'abord, la généralisation en standard de la recharge sans fil. Je vous vrai. épargne les détails, mais ça fonctionnera sur tous les téléphones. Et en plus, il y a 2 standards de recharge sans fil. Ils ont intégré les 2. Donc, si tu as un truc qui est marqué recharge sans fil, ça marchera. Ce qui est rigolo, parce qu'à partir de la semaine prochaine, Ikea va vendre des meubles et des tables basses, etc., avec la recharge sans fil intégrée à l'intérieur, ou des tables de nuit aussi. donc c'est un standard maintenant, Cédric, c'est ça? Pardon? C'est un standard aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ça va être standard. Starbucks a dit oui, nous aussi, on va mettre des tables avec de la recharge sans fil dedans. Enfin, tout à coup, ça va se mettre à arriver. Et j'espère que ça mettra un petit peu de pression sur Apple. Palm avait raison. Et là, Lui là, aussi. attends, là, je suis dans un hôtel où quand on est arrivé, on a demandé une batterie pour une prise pour charger. Ils nous ont emmené au bar une espèce de gros bloc comme ça. Et il y avait le logo de Qi. Donc, tu avais les ports USB pour l'Apple et machin, mais il y avait aussi le Qi et tu pouvais poser ton Samsung dessus et ça rechargeait. Et voilà. Trop génial. Magique. Magique. Et l'autre chose sur la batterie, on l'a pas évoqué, il y a un mode qui est vachement bien qui s'appelle un truc genre Quick Charge. Tu charges ton téléphone 10 minutes et ça te donne 4 heures C'est d'autonomie. pas une technologie Qualcomm, ça, à la base? Ça peut être une technologie Qualcomm, je ne sais pas si c'est Qualcomm ou Samsung. Si vous êtes des technofrics purs et durs, vous aurez le S6, c'est le premier téléphone qui a un processeur à technologie 14 nano. On va en parler dans un Est-ce qu'il y a instant d'autres des specs. infos? Justement, c'est Ah déterminé non, si. c'est pas... Oh là là, alors très bien, je ne vais pas avancer sur le sommaire. Oui, mais encore une fois, on va essayer de comprendre dans la deuxième partie de l'émission si justement le public qui met beaucoup d'argent, qui est très CSP+, le public d'Apple, est très sensible à ces arguments des spécifications ou au contraire pas du tout. Autre question, Fanny, peut-être ce soir. Oui, alors une deuxième question. Quelle réponse pourrait bien faire Apple face au Galaxy S6 et surtout au Edge? Aucune. Bah, la réponse, elle aura lieu en septembre prochain. Mais Probablement aucune. Bah oui. vraisemblablement, il n'y aura aucune. On sait qu'Apple a un calendrier et s'y tient. On a beaucoup reproché à Apple de ne pas avoir accéléré un petit peu, de ne pas avoir essayé de répondre plus rapidement à Samsung sur la taille des écrans. Ils ont beaucoup tardé. On peut penser qu'ils vont suivre le même rythme. La rumeur, aujourd'hui, privilégie plutôt la généralisation du design de l'iPhone 6 et du 6 Plus sur des gammes inférieures. C'est ça, Paul, aujourd'hui, plutôt. Ce serait plutôt le cas et ce serait logique. Et puis, comme d'habitude, on va probablement avoir un iPhone 6S l'année prochaine qui contiendra aucune, de grandes nouveautés sur le plan technologique, comme c'est souvent le cas, un nouveau processeur, de nouvelles technologies, mais pas de nouveau design probablement. Voilà, ça restera. Il y a une question qu'il faut se poser en même temps, c'est pourquoi changer une équipe qui gagne, hein. Tu sais, tout le monde réclamait un grand écran, pour autant ils en vendaient des palettes entières. Ils en vendent encore plus pas ça maintenant. Donc voilà, que Samsung arrive avec un écran courbe, avec un processeur, ceci, cela, peu importe, comme disait Cédric, la roadmap, elle est planifiée bien en amont, et de toute manière, les ventes sont au rendez-vous, donc il n'y a pas d'urgence. Allez, on continue sur la rumeur tout de suite avec le busomètre de Paul Rony. Cette semaine, effectivement, le buzzomètre a pas mal évolué puisqu'on a eu l'annonce d'un spécial event par Apple. Ça y est. Et oui, donc voilà, déjà, la première rumeur par rapport à ce spécial event, l'Apple Watch sortirait le 10 avril puisque le 3 avril, on serait en plein spring break et ça n'irait donc pas forcément dans le sens de vente. On sait qu'Apple aime bien dire on a fait un super week-end de lancement et le 10 avril en plus, qu'est-ce qui sort? Le Galaxy S6. Deuxième rumeur. Deuxième rumeur, le MacBook Air, on en reparle, Olivier. Ah, il est de retour, ça y est. C'est notre petit Il s'en débat. va et ça revient, ça fait de tout petits rien. Qu'est-ce que c'est? Tu avais dit qu'il n'y aurait pas de... En tout cas, j'ai presque perdu mon pari. Tu avais dit qu'il n'y aurait pas de keynote pour, Non, l'Apple, non, pour c'est le vrai, lancement de tu as l'Apple raison. Watch. J'ai Il y en perdu. aura une. Mhm. Donc, tu me dois pour le moment une demi-bouteille de champagne. Alors, de quoi s'agit-il? Le MacBook Air furtif, donc le modèle présenté par 9to5 Mac en exclusivité avec les beaux rendus de Martin dont on a vu les Hayek, photos. Ouais. et bah, sortirait le 9 mars. Voilà, Apple aurait décidé d'avancer un peu ce modèle, ce serait la petite surprise. C'est Bah oui, c'est demain, ça me semble un peu pour demain le coup, par rapport à l'enregistrement. même mais moi, ça me semble un peu étrange. Celle-là, je mettrais 0 étoile, mon cher. Et moi, j'en ai mis 4 et c'est moi qui le fais, donc c'est comme ça. D'accord. Et, Moi, je suis d'accord avec Paul. Ah ouais. Demain, un Apple Watch, un MacBook Air Retina. Ouais, ça c'est available now. Ok, bon, Voilà. écoute, on va voir. et d'ailleurs,
on va s'en commander quelques-uns. Oui. Troisième rumeur. Enfin, écoute. Une commande groupée, c'est ça? Troisième rumeur, on reparle de l'iPad Pro qui est donc un peu le sidekick du MacBook Air furtif. Le sidekick. Donc c'est le retour de l'iPad Pro? Le retour de l'iPad Pro dont a parlé NoRL il n'y a pas si longtemps que ça. Dès qu'on parle du MacBook Air, derrière on parle de l'iPad Pro. Lui, il serait pour octobre. Apple ferait, voilà, comme à chaque fois, on parle de tests, de prototypes. On commence à voir sortir des coques. On verra ce que ça donne. C'est plausible. En tout cas, c'est sûr que... Moi, j'aurais mis 5 étoiles, hein, parce que le mois d'octobre, encore une fois, c'est C'est la la période saison des de l'iPad. Hein. Le renouvellement de la gamme, c'est toujours au mois C'est d'octobre. un classement de ce qui a le plus buzzé. Hein. Il faut suivre un peu. D'accord, bon, enfin bon, bref. Moi, c'était la pertinence de mon esprit. Ce ne sont pas les prévisions Non, personnelles. mais c'est de bien, Paul Ronim, j'ai quand même pensé la rubrique avant de la confier à Paul Ronim. C'est bien, il change des règles, c'est très bien, on fait comme ça, tu as raison. Tu n'as pas compris ta propre chronique. Ben écoute, je suis désolé. Donc- Quatrième rumeur, Paul. Eh ben, on reparle de l'Apple Car. Elle n'est pas complètement sortie du classement parce que Tim Cook était en tournée mondiale cette semaine. Il est passé chez Bild en Allemagne. Tournée mondiale, comme Et- Madonna. Exactement, mais il s'est pas pété la gueule et il a évoqué l'Apple Car en disant que Apple ne se priverait jamais de rentrer sur un marché si elle considérait qu'elle pouvait y ajouter quelque chose. Ouais, Donc, il n'a c'était pas une question de démenti, marge, il n'a pas démenti, mais il Bien n'a sûr. pas infirmé, il n'a pas confirmé, mais il a dit, c'est vrai que bon. Je vais me permettre de rajouter quelque chose aussi. Ouais. Apple a déposé sa marque en Suisse pour la verrouiller pour tout ce qui est véhicule autoroutier. On pense notamment à CarPlay. Voilà. Donc en tout Oui. cas, il n'a pas démenti Bon, en d'abord, disant, et il a démenti ce qu'on disait en conclusion de l'émission la semaine dernière, à savoir qu'effectivement, c'est pas parce qu'on ne fait pas de marche sur ce marché qu'on ne va pas se priver d'y aller. Tim Cook dément au RLM, donc il doit nous regarder, c'est déjà ça. Voilà, oui, et aussi Jean-Louis Gasset qui fête son anniversaire cette semaine. Bon anniversaire Jean-Louis. Cinquième rumeur. Dernière rumeur, je sais qu'elle va te rendre très triste, mais Ah. voilà, une mise à jour pour l'Apple Mais TV pourquoi le 9 mars. Pourquoi très triste Parce qu'il n'y en aura probablement pas. Ah, tu y crois pas. Ah merde. Bon. Donc, la rumeur, ce ne serait pas de mise à jour pour l'Apple TV Voilà. le 9 mars. Non, Ni non, le parce que 10, la ni rumeur- le 11, ni le 12. La rumeur a été donnée par des sites qui ne sont pas toujours très fiables et c'est plutôt un vœu pieux qu'autre chose. On parle d'une conférence d'Apple, on parle des produits d'Apple. C'est comme ceux qui ont dit qu'il y aura un iPhone 6 mini le 9 mars. Personnellement, j'y crois pas. Ouais. Allez, Cédric, l'Apple TV pour conclure. Mais c'est intéressant parce que l'Apple TV, c'est le truc qui explique pourquoi la voiture d'Apple est un truc auquel on a du mal à croire. C'est ce que disait d'ailleurs, moi j'invente rien, c'est ce que disait Jean-Louis Gasset, il le disait avec beaucoup plus de talent que moi. C'est-à-dire que c'est des marchés extrêmement compliqués à investir, extrêmement localisés, extrêmement atomisés et qui font des marges bien moindres que de vendre des iPhones. Alors évidemment, à partir du moment où 2/3 du chiffre d'affaires d'Apple c'est l'iPhone, il faut quand même faire un peu de diversification parce que surtout quand tu sors un modèle par an, si tu as un passage à vide, tu passes une très très mauvaise année, même si tu as 200 milliards à la banque. Mais quand même, l'Apple TV, plus j'y réfléchis et plus je me dis qu'est-ce qui ferait de plus, qui ferait que tout à coup on aurait envie d'acheter ça plutôt Des qu'autre apps. chose. Des apps. Ouais. Non mais ça, la mise à jour de l'Apple TV, oui bien sûr, les apps, ouais. Mais peut-être que ça, ils le gardent justement pour un vrai téléviseur. Ouais. Peut-être. Alors revenons aux annonces de Samsung et au Mobile World Congress. On a beaucoup parlé du design, on a beaucoup parlé des nouveautés en termes d'apparence et d'écran. On va parler un petit peu des caractéristiques techniques. Cédric a un petit peu éventé le sujet dans les questions Twitter. Samsung, Paul, a beaucoup insisté donc, sur les évolutions et essayer de prouver par A plus B que c'était aujourd'hui le NEC plus ultra du marché. Est-ce que ça correspond vraiment à cette vision aujourd'hui? Oui, on peut parler vraiment de NEC plus ultra en matière de capacité, puisqu'on a quand même 3 Go de RAM, un processeur quad-core qui envoie bien. Ouais, c'est 3 fois plus que l'iPhone 6. Hein. Oui, qui en plus roule en 64 bits, à 2 GHz en mode turbo, je crois, et qui est gravé en 14 nanomètres. C'est une grande nouveauté. Pour vous donner une comparaison, l'i8 qui est au cœur de l'iPhone 6, lui, est gravé en 22 nanomètres. Donc là, on voit, pour le coup, je pense que Cédric va peut-être me dire que non, on voit l'expertise de Samsung Electronics qui peut-être a pu tester un de ces processus sur ses propres produits. Et clairement, avec le 14 nanomètres, on économiserait jusqu'à entre 20 et 30% d'énergie. C'est quand même assez énorme. On ne se rend pas compte à quel point c'est un boulot incroyable de faire des processeurs avec des composants de cette taille-là. Ouais. C'est-à-dire que Intel est en train d'annoncer quelque chose qu'Intel eux-mêmes disaient, ce sera impossible, on ne va jamais y arriver. Ils vont arriver à faire du 7 nanomètres. Wow. Et 7 nanomètres, tout à coup, en gros, ton fil, il fait 4 atomes. Donc quand tu as une marge d'erreur de 2 atomes, il ne faut pas se rater. Hein. Et non, mais en termes de bénéfices, parce que là c'est de la techno pour la techno, mais en termes de bénéfices, ça veut juste dire des composants plus petits qui chauffent moins et qui consomment moins également et qui vont plus vite.
parce qu'évidemment, tu mets plus de transistors dans la même taille. Et ça se voit, moi j'avoue que j'ai été impressionné par la rapidité de ces appareils. Notre ami Hubert Nguyen d'Uber Gizmo, qui lui a mis 10 sur 10 OS 6, a été impressionné comme moi, en disant normalement, c'est vrai, sur Android, on dit parfois il y a du lag. Là, il n'y a rien. C'est une rapidité incroyable. Quand tu prends des photos, que tu stockes des photos, enfin, honnêtement, ça allait plus vite. Moi, j'ai testé côte à côte, ça allait plus vite que mon 6 Plus. Mais il faut dire que sur mon 6 Plus, il y a quelques dizaines d'apps. Enfin bon, bref, on n'était pas dans les mêmes conditions d'expérience, mais c'est vrai que ça fait une machine qui va. Il va reprendre le petit Cédric. T'as perdu. Extrêmement vite. Qui va extrêmement vite. À propos, Driss, tu en penses quoi donc de cette puce propriétaire, hein, qui est une exclusivité encore une fois de Samsung? Est-ce que c'est là encore une fois une terre à défricher pour apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à Apple qui ne produit pas ces puces, ou tu penses au contraire, qui les conçoit, mais qui d'ailleurs demande souvent à Samsung de les produire pour lui? Est-ce que tu penses que c'est une voie que devrait encore une fois développer Samsung, se réserver des exclusivités plutôt que de fournir, comme ils l'ont fait historiquement, Cédric l'a dit en préambule, notamment à Apple? Alors, c'est ce qu'ils faisaient précédemment, hein. Enfin, ils sont fabricants de composants Samsung. Il faut toujours garder ça à l'esprit. La précédente version, donc le Galaxy S5, il était animé par un processeur Qualcomm, tu vois, donc même pas un processeur maison. Donc là, aujourd'hui, la rumeur voudrait qu'ils ont intégré un processeur maison parce que le nouveau Snapdragon 810 chauffe et donc consomme plus, sachant qu'on sait très bien que l'autonomie, c'est fondamental sur un smartphone. Aujourd'hui, petite précision, d'ailleurs vous êtes trompé, hein, c'est pas un processeur quad-core, c'est un octo-core, il a 8 cœurs le nouveau. Pardon, petite différence. Voilà, c'est un 8 cœurs, vous avez 4 cœurs qui sont cadencés à 2,1 GHz et 4 cœurs qui sont cadencés à 1,5 GHz. Donc, pour la petite histoire, on passe sur le moins puissant quand on a... Non, mais il a fait plein de papiers, comme il n'était pas au salon, il a eu le temps d'éplucher les fiches techniques. Il a eu le temps d'écrire. Voilà. J'ai bien bossé le sujet. C'est vrai qu'ils ont mis l'innovation au cœur du produit. Moi, je rejoins ce que disait Cédric et ce que vous disiez tous. C'est vrai que là, cette gravure en 14 nanomètres, au-delà de dire, bon, on a le processeur qui est le plus fin avec la gravure la plus fine, on s'en fiche, hein, fondamentalement. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on va gagner en autonomie à puissance égale, avoir plus de puissance également. Ils ont également intégré de la mémoire qui est plus rapide. Là, c'est accrochez-vous, de la LPDDR4 de dernière génération. Donc voilà, c'est vrai que pour le coup, on a une bête de course. Ouais. L'autonomie, Driss l'a dit, c'est peut-être un argument beaucoup plus fort qui peut-être touche plus aujourd'hui la clientèle haut de gamme, hein, qui serait prête à acheter l'iPhone 6 ou le Galaxy S6. Et sur ce point, c'est vrai qu'il l'a dit en préambule aussi tout à l'heure, Samsung a fait plutôt fort. Samsung s'est très bien débrouillé. En plus, donc oui, il y a cette technologie Quick Charge. Et puis, il y a toujours, je crois, les modes d'économie d'énergie qui étaient présents sur le S5 et qui étaient déjà impressionnants. Donc, Samsung est très bien placé sur tout ce qui concerne la batterie et l'autonomie de ses smartphones. Et il maîtrise ça extrêmement bien. Et là, pour le coup, on aimerait bien qu'Apple ne se prive pas d'emprunter 2-3 trucs ou en tout cas propose quelque chose de son côté. Alors, l'autre difficulté de différenciation de Samsung pour retrouver un petit peu d'originalité et de panache, hein, dans cette myriade de modèles sous Android, c'est essayer de personnaliser son interface. Est-ce que tu as été convaincu par les efforts qu'a fait Samsung au niveau de son interface, sa surcouche graphique à TouchWiz, qui a été pas mal rationalisée, simplifiée, les mauvaises langues diront quelque peu aplatie? Aplati parce que flat design, mais aplati aussi parce qu'il y en a moins en fait. Ouais. On est plus près du pur produit et c'est vrai que parce que le Lollipop est trop beau. Pardon ? Parce que le Lollipop est vachement joli et ça aurait été dommage que le Lollipop est très réussi. Donc mais tout le monde a le Lollipop. D'essayer de faire mieux. Donc il y a alors moins. qu'iOS, il n'y en a qu'un seul qui l'a. C'est bien le problème. Excusez-moi, arrêtez de me couper la parole. Oui, mais c'est mon boulot. Vous continuez, Cédric Ingrand. Merci. Et dans les nouveautés, il y a l'intégration directe des applications de Microsoft, de OneNote, des outils Office, etc. Ça, c'est plutôt une surprise, hein, Cédric. Ouais, c'est-à-dire qu'autant on s'y attendait sur les nouveaux Nokia, enfin je veux dire sur les nouveaux Microsoft, mais là forcément c'était un peu moins attendu et c'est pas mal parce que je sais pas s'il y a un compte Office 365 offert, mais s'il y a, ça veut dire que tu as un Tera gratuit, enfin tout ça, non, alors non. Mais ça par contre c'est vrai sur les nouveaux modèles Microsoft / Nokia. C'est quand même un message envoyé à Google qui n'est pas très sympathique de la part de Samsung, qui est quand même un partenaire historique de Google. Si Android est là où il est aujourd'hui, il le doit beaucoup à Samsung, hein, Cédric.
Parce qu'il aurait pu utiliser les outils natifs d'Android qui sont des outils Google. Android, tu utilises Android, hein, c'est pas. Ouais, mais là, on met en avant les outils de Microsoft. Ouais, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est un signal envoyé à Google? Non, moi je le lirais pas comme ça. Ou est-ce que c'est pour éviter de payer 1 milliard de plus à Microsoft en résolvant les procès un petit peu gentiment? Ouais, c'est peut-être ça, tu penses, Paul Rony? Visiblement, certaines sources disent que Samsung se serait arrangé avec Microsoft pour payer un peu moins que ce qu'il leur devait. En contrepartie, Samsung aurait également intégré les services de Microsoft au Galaxy S6. Ce que je trouve assez agréable, moi, de ce côté-là, c'est qu'on a les services de Google, ceux de Microsoft. On peut avoir les deux, c'est préinstallé, c'est cool. Office, c'est pas préinstallé parce que Samsung a décidé que la suite Office, je crois, n'était pas assez mûre. Elle est sortie sur Android en janvier. Mais moi, je trouve ça très sympathique. Et surtout, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'il y a beaucoup moins de crapware, de pourriciel sur les téléphones Android maintenant. Ouais. Voilà. Alors, conclusion de cette émission, est-ce que les vrais rivaux de Samsung plus qu'Apple, ce n'est pas les constructeurs chinois qui, eux, arrivent véritablement à se différencier? On l'a dit par le prix et aussi par l'interface, quand on voit notamment le design et l'interface de Xiaomi. C'est véritablement la tendance qu'on a pu percevoir, Cédric, à Barcelone. C'est vraiment l'appétence de ces constructeurs chinois. Elle va être difficile à peser, elle va peser au niveau mondial, mais elle va peser surtout sur le développement des constructeurs non chinois en Chine. Après, tu vois, quel va être l'impact des constructeurs chinois chez nous, par exemple? À voir. Il y a beaucoup de choses sur le low cost et puis il y a des conditions de marché qui sont différentes. Mais est-ce que la vraie nouvelle concurrence, c'est les Chinois? Non, je pense, ça dépend des segments de marché en fait. C'est-à-dire que si tu es Samsung, sur tes téléphones à 100 ou 200 euros, tu regardes les Chinois. Alors, sur tes téléphones à 500, 600, 800, 900 euros, tu regardes Apple et les autres. Et alors HTC, justement, Cédric, j'avais moi aussi, comme toi, dans la tête l'idée que les téléphones de Xiaomi notamment étaient des téléphones low cost, et quand tu regardes notamment ce modèle que vous voyez en qualité de fabrication, c'est absolument pas un produit low cost, hein. C'est un iPhone 5S agrandi avec un écran de 5 pouces vendu moins de 350 euros, avec une interface Android complètement redessinée, redesignée, et on se croirait dans l'univers, un copier-coller de l'univers d'iOS. C'est assez troublant, hein. On se frotte les yeux quand on vient du monde Apple. Et là, on se dit, mais on n'est pas du tout dans du low cost, on n'est pas du tout dans l'entrée de gamme, Cédric, hein. C'est de très beau téléphone. C'est du haut de gamme, hein. Et là, on se dit, mais comment Samsung peut rivaliser avec ça? On a même vu des machines surprenantes. Moi, j'ai vu le smartphone le plus fin du Mobile World Congress. Il était signé Wiko, t'imagines? Il faisait vraiment, je me souviens plus, enfin, c'était fin comme tout, ça faisait moins de 5 mm ou 5 mm. Il faut demander à Driss qui lui a eu le temps de potasser. C'était impressionnant à tenir en main. Je t'aurais mis ça dans les mains, tu vois, en cachant la marque. Tu aurais dit, mais c'est quoi ce truc? Ça vient au moins de chez LG, quoi. Et en fait, pas du tout. Et puis, il y avait des machines surprenantes. Enfin, c'est vrai que, non, ça y est, les Chinois, c'est fini le low cost. Hein, c'est terminé. Enfin, c'est pas terminé. Mais ils ont terminé de se cantonner à l'entrée de gamme. Driss, ton avis justement sur Xiaomi et sur les constructeurs en général, on les associe souvent à de l'entrée de gamme, mais ce n'est pas du tout le cas, hein. Alors, il faut savoir une chose, hein, c'est que iPhone, etc. sont construits en Chine. Je vous le rappelle, ça sort des mêmes usines. Donc déjà, ils ont accès aux mêmes matériaux, aux mêmes composants. C'est aussi simple que ça. Après, c'est vrai qu'à l'origine, donc on avait surtout des smartphones low cost qui finissaient au SAV au bout de 4 mois. Il y a eu une montée en gamme d'une part, et maintenant, outre cette montée en gamme qualitative, je dirais, on a aussi une montée en gamme tout simple, c'est-à-dire ils veulent plus faire aujourd'hui du smartphone à 99 euros. Ils veulent faire de la marge et donc les prix augmentent. Prix augmentent accompagnent cette augmentation de qualité. Sachant tout en restant quand même moins élevé, bien sûr, qu'un S6, par exemple, à 800 euros. Ouais, sachant que le Xiaomi, hein, puis ça se prononce comme ça, c'est dur à dire. Rodrigo sait très bien le dire, mais il n'est pas là. Il n'est pas là ce soir, il est à l'Olympia, mais passons. Le M4, il est autour des 350 euros, et il a les specs d'un iPhone 6 et le design d'un iPhone 5, donc ça donne… Et ça a l'air d'être une très belle machine. Ça fait tourner la tête. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce modèle où on s'autorise quand même pas mal de liberté en Chine, où il n'y a pas forcément en termes de droit les mêmes garde-fous contre la contrefaçon notamment en Chine par rapport à Apple ou par rapport à d'autres constructeurs, est-ce qu'ils peuvent dupliquer ce modèle en Europe ou aux États-Unis? C'est la question qui se pose, et on se dit que quelque part Samsung aura beaucoup de mal à répondre autrement que en se lançant dans une guerre des prix pour contrer ces constructeurs chinois.
Votre Il y a avis? une autre chose à laquelle il faut penser, c'est aussi la distribution. Et c'est loin d'être gagné en France, hein. Il y a un autre constructeur qui s'appelle Meizu qui propose aussi des jolis téléphones en France. Il faut savoir qu'ils n'arrivent pas à fournir. La demande est là, les gens veulent acheter leurs produits, mais on a un peu l'impression que si on sert d'abord le marché chinois, l'Europe attendra. Oui, sachant que le marché chinois, on l'a dit en préambule de cette émission, il pèse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc effectivement, ils peuvent se satisfaire. Xiaomi, qui uniquement avec le marché chinois, est le troisième, enfin le marché asiatique en général, est le troisième constructeur mondial aujourd'hui en part de marché. Donc ça vous donne une idée de l'importance de ce marché. Et on s'aperçoit que l'enjeu pour Samsung, il n'est pas simplement de contrer l'iPhone et que vraiment la priorité est de monter à tout prix en gamme pour essayer de se différencier de ces entre guillemets téléphones à bas prix qui ne sont en rien pour certains modèles des téléphones à bas coût. On verra si Apple ne risque pas d'être entraîné dans cet œil du cyclone un jour, parce qu'aujourd'hui la différenciation se fait par iOS, Paul, mais encore une fois, lorsqu'on voit le système de Xiaomi, on peut se poser des questions. Hein. Bah, c'est magnifique, et puis ça, en plus ça a l'air de marcher très bien, c'est des très beaux produits, franchement il n'y a pas grand chose à envier, et puis c'est pas cher. Enfin, voilà. Après je leur souhaite bonne chance pour arriver en Europe et aux États-Unis sans se prendre un procès. Apple a tout pompé, quoi. Oui, parce que Apple a déjà tué pour moins que ça, mais à part ça c'est des produits magnifiques et vraiment ils ont de bonnes chances de succès. Tu disais ils auront du mal à rentrer en Europe, il y a eu un article aujourd'hui, visiblement ils vont rentrer en Europe par la petite porte en proposant d'abord des accessoires ou des trackers d'activité, des choses comme ça, et peut-être qu'après on verra arriver des smartphones. Clone des caméras GoPro, j'ai vu ça aussi. Bien, en tout cas des principales nouveautés de ce Mobile World Congress, c'est les concurrents de l'iPhone 6. On aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine mission puisqu'on les aura eu en main, on aura eu le temps de les tester et vous donner notre premier verdict, aussi bien de la gamme Galaxy S6 que des différents HTC et téléphones chinois. Ça y est, au rendez-vous, on y reviendra après le grand direct que l'on prépare la semaine prochaine. Pour le lancement de l'Apple Watch, l'heure est venue de passer à vos coups de cœur. Mon coup de cœur cette semaine, c'est John Carmack et la manière dont il apprend à programmer à ses enfants, ça m'a fait très plaisir et ça m'a rappelé pas mal de mes souvenirs d'enfance. Il a dit, j'apprends à mes enfants à programmer sur un Apple IIc, c'est comme apprendre le kung-fu dans la nature. Et il n'a pas tort. C'est bien, petit scarabée, c'est bien. Mais non, mais il n'a pas tort, parce que moi j'ai appris sur un Atari ST à l'époque, et c'est vrai que tout de suite on connaît beaucoup mieux la machine, on se fait vachement plus plaisir. Et puis il y a quand même de C à un ST, tu as l'impression de passer d'une Twingo à une Ferrari. Oui, c'est un peu ça. Hein. Mais il y a de super jeux sur les deux, il y a énormément de choses à faire, il y a des basiques à plus savoir qu'en faire. Donc si vous avez des enfants et que vous voulez leur apprendre à programmer, je pense qu'il n'y a toujours rien de mieux qu'un vieil ordinateur. Voilà, en plus c'est costaud pour y aller, hein, ça dure. Merci Paul René. Autre coup de cœur, celui de Fanny en duplex. Elle était où? Elle est à Londres. Londres, je suis à Londres avec Netflix, donc ça va être des coups de cœur Netflix. Ah, Déjà, c'est House of Cards. Si, en fait, c'est un petit reminder parce qu'il y avait quand même Mister X, Rodrigo et moi, on avait kiffé le jeu Monument Valley. ouais. Bah écoute, le jeu, il a tellement plu à tellement de monde qu'il a fait une apparition en guest star dans House of Cards. Placement produit. Placement produit. Voilà, placement produit magnifique. House of Cards qui est produit donc par Netflix, mais qui est distribué en France par le concurrent de Netflix, qui est Canal+, qui est d'une C'est la logique dernière année. C'est la dernière année. Ouais. Le contrat va se terminer là. Ils vont récupérer leur bébé quand même. Donc voilà, mais ça y est, c'est diffusé depuis la semaine dernière. Et là, une autre série qui arrive, alors qui est plus destinée à un public féminin, etc., s'appelle Unbreakable. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, après avoir passé 15 ans enfermée dans un blocos avec 3 autres jeunes femmes et un gourou, on leur a fait croire qu'il n'y avait plus rien sur Terre, que tout avait été, qu'il y avait eu l'apocalypse et que c'était les 4 survivantes avec ce monsieur. Et donc elles sont libérées au bout de 15 ans. Oh. Et donc une de ces jeunes filles qui s'appelle Kimmy Schmidt va se retrouver dans New York et découvre la vie et ce qui se passe en ville. Et donc elle s'émerveille comme une enfant de tout. Voilà. Donc c'est assez marrant. Elle est complètement disjonctée. Cette jeune fille, elle a le plus beau sourire de la Terre. Vous allez adorer. Bien, elle va découvrir les téléphones Exactement. Samsung, les téléphones Apple. Elle découvre le iPhone et c'est très très drôle d'ailleurs. Bon, on va voir ça. Dernier coup de cœur peut-être, Fanny? Non, c'était mon deuxième coup de cœur. Très bien. Driss, de ton côté, quel est ton coup de cœur ce soir? Je suis allé au CES et qui dit vrai. CES dit États-Unis dit burger. J'ai pris du poids, donc pour lutter contre ça, je suis assis toute la journée, je ne fous rien. Donc je me suis équipé, deux trackers d'activité et j'utilise, je ne sais pas si vous utilisez souvent l'application santé. Ouais, d'Apple, d'iOS. Donc synchronisé avec tout ça et une petite application qui est MyFitnessPal. Et rien qu'avec ça, écoute, j'ai perdu presque 5 kilos, juste en faisant attention à ce qu'on mangeait, à savoir pas des burgers. Donc ça marche, c'est vraiment sympa, c'est gratuit, vous l'avez sur votre iPhone. Et le deuxième coup de cœur, tu parlais voiture.
Donc nous on teste avec Alexandre pas mal de voitures pour le garage. Et ben mon coup de cœur c'est le tableau de bord de l'Audi TT. Ça s'appelle le Virtual Cockpit. Tu as des Et goûts en de fait, luxe, hein. Bah oui, non, En même ça temps, va un coup de arriver cœur, sur d'autres une voitures, Twingo, ça claque moins, quoi. C'est clair. Quoi qu'elle est pas mal, elle, ça va mais bon, passons. Ça va être décliné donc sur les autres modèles de la gamme. En gros, ce que vous avez, c'est au lieu d'avoir les bons vieux contours traditionnels, vous avez un écran de 12 pouces, 12,3 pouces, je crois, dont l'affichage va varier. C'est super simple à utiliser. Vous avez 3 boutons au volant. Et bah écoute, si tu sais pas quoi m'offrir pour mon anniversaire la semaine prochaine, On va se cotiser, on commence ce soir, on va peut-être ouvrir un compte sur Indiegogo, hein, parce que pour y arriver, je ne sais pas comment on va faire. Merci Idriss. Cédric, quel est ton coup de cœur ce soir? Écoute, Rodrigo n'étant pas là, je vais prendre un peu mon Ah temps. non J'en ai 3. Non, attends, ça fait longtemps que je suis pas venu. Le premier, c'est un vieux jeu en fait. C'est pas du tout nouveau. C'est un jeu Bon, alors, iOS. merci Cédric, bonsoir. Sur Android, il existe même sur Steam, c'est vous dire. Il s'appelle Duet. C'est ces 2 petits points rouges et bleus que tu fais tourner pour passer au travers de formes géométriques. C'est Bon. absolument terrifiant. C'est trop de J'ai beauté. tout mon vol Barcelone-Paris à essayer de passer un tableau hier. C'était pas le premier, hein, je vous rassure quand même. Mais c'est die and do over. C'est absolument terrifiant. Et c'est le contraire de la gratification immédiate. C'est-à-dire que tu mets des plombes à arriver à passer un tableau et tu le passes, tu fais ouais, j'ai fini. Et le suivant recommence immédiatement et donc tu meurs et tu meurs et tu meurs. Tu dois repartir à chaque fois C'est du début? Flappy Bird du geek, quoi. C'est quand même beaucoup plus rigolo que Flappy Bird, mais c'est bien foutu parce que tu vois, c'est le genre de mécanique de jeu où tu te dis jamais je n'arriverai à finir ce tableau. Et en fait, si, au bout de 500 fois, tu y arrives. La deuxième chose, beaucoup plus rigolo, s'appelle Cognitoys. C'est un projet qui est sur Kickstarter en ce moment. Ce petit dinosaure vert que vous devez voir en vidéo si le montage est bien fait. Toujours bien fait. est Aux petits oignons. Ah, regarde, on le voit même derrière Paul Rony. Mais oui, mais attends, qu'est-ce que tu crois? On est des pros Je suis pas maintenant. un stagiaire en mousse, moi. C'est un truc fait pour les enfants. Alors, il y avait C'est déjà bien, eu Paul, c'est les bien. Furby, il y avait eu Calme-toi, plein de Paul. choses. Près de 20 ans. Ce petit dinosaure vert, il va pouvoir parler aux enfants, mais il va aussi les comprendre. En fait, à l'intérieur, ils ont juste embarqué le logiciel d'IBM Watson, tu sais, le logiciel qui peut gagner à Jeopardy et te battre aux échecs. Mais c'est En pas ça. clair, il va comprendre non Il seulement va les ce que rendre dit l'enfant, dépressifs. mais il va se souvenir au fur et à mesure, il va apprendre quelle est sa couleur préférée, etc. Il va pouvoir lui chanter des chansons, lui faire des quiz, lui dire mais ça c'est de quelle couleur au fait. Enfin, c'est d'une intelligence incroyable et pour le coup, c'est pas bien cher parce que sur Kickstarter, c'est $99 plus $20 d'expérience. Est-ce que tu crois que Le je vais seul pas en truc, c'est offrir que un, comme Paul? comme tous les Kickstarter, ils risquent d'avoir du retard. Donc je pense qu'à la fin de cette année, vous allez me voir de fort mauvaise humeur parce que je l'ai commandé pour Oscar, mais la date de livraison prévue c'est novembre. Donc je sens un truc qui va sauter Noël, qui va mettre Mais c'est- une humeur massacrante. Mais c'est- Ouais, d'ailleurs, c'est les le cool, ça. troisième coup de petits cœur. acteurs Ouais, ça devient pour suffisants toi. sont en C'est cool, retard. hein. c'est cool parce que tu peux pondre des enfants, les mettre devant le dinosaure, toucher les allocs et être tranquille. Voilà, en gros, c'est ça. Cédric, dernier coup de cœur. J'irai pas jusque là, mais je pense qu'il y a un gros problème à faire des Kickstarter pour des trucs pour enfants parce que le temps que tu les reçoives, ils ont une mobilette quoi en gros. Ouais. Ils sont adolescents. Et alors le dernier coup de cœur qui était pas, Ils veulent des qui était iPhones. pas prévu, c'est un bouquin, un livre, tu sais, un livre en papier, un truc en Un matière vrai carbonée. Ah, je sais, si je qui fais encore est des sorti. magazines, moi, en papier, ça m'arrive, hein, tous les mois. Kalman Levy boucle bien avec notre débat d'aujourd'hui. Un livre signé Eric Surdej. Eric Surdej, pendant 10 ans, ça a été le patron d'LG en France. Ça a été le premier Oh, que oui. non-coréen à être patron de la filiale d'LG, qui est une entreprise coréenne. C'était le premier non-coréen à intégrer le cercle des 400 managers de LG dans le monde. Et le bouquin, il est chez Kalman Levy, il s'appelle Ils sont fous ces Coréens. Et puis, ça n'a Comment pas on été arrive facile tous les jours, hein, c'est ça, Cédric, surtout. Hein. C'est ça, Ah bah, en gros. c'est-à-dire qu'on comprend que, par exemple, nous ne ferons jamais concurrence aux Coréens, c'est impossible. C'est clair. Parce que tu vois, là, il est 20h, on va finir et puis on va aller dîner. Bah ouais, Ouais. mais si t'es coréen, tu vas dîner, puis dans 40 minutes, tu reviens au bureau. Tu vas vois ce que dîner je veux à la dire cantine. La cantine chez LG, elle sert le déjeuner et le dîner. Et tout le monde va dîner et tout le monde retourne travailler. Et Je tu as le droit de comprends parler bien quand même à la pourquoi moi- cantine, mais à condition, parce que j'ai lu quelques extraits, mais à condition uniquement parler au milieu, à condition que tu ne parles uniquement du boulot. Voilà. Ça, on Alors verra. attention, ça c'est à midi. À midi, on parle uniquement de Ah travail. bon, Le d'accord. soir, on peut parler de choses personnelles, mais qui quand même ont trait plus ou moins au travail. Genre ma Non, en femme gros, n'aime pas notre nouveau c'est pour une boîte téléphone. coréenne, t'as pas de life. Je parlais encore. Ça donne envie, à dis des donc. cadres, Donc, voilà. Je ça- parlais encore récemment à des cadres français de Samsung qui m'ont dit Libérez-moi. ouais, dans l'ensemble, tout est vrai. Quoi. Ouais. Et c'est bourré d'anecdotes, il y a des trucs de fou. Enfin, vous regardez ça vu d'un œil français, mais je pense même que les Américains ils s'évanouissent en le ouais. lisant. Ils étaient persuadés qu'ils travaillaient beaucoup, ils étaient très très loin du compte. Voilà, ça coûte 17 €, c'est chez Kalman Levy. À mon avis, ça vaut le coup d'être lu. Donc, et la question qui tue, Cédric, tu vas garder ton iPhone ou tu vas passer repasser chez Samsung? Franchement.
Mais je suis pas la grenouille qui monte et qui descend dans son bocal. Je me pour pose te la dire, question, vas-tu vas-y, retourner sa veste? Je sais pas, j'avoue que le Galaxy 6 Edge, S6 Edge, il est extraordinaire. Enfin, je veux Mais dire, la prise en main de ce truc, je sais pas. J'attends, voilà. Je vais en avoir un prêt, j'imagine, quelques semaines, et puis après, je prendrai la décision qui s'impose. scoop. Si, bah non, la taille de l'écran est à peu près la même. Donc vraiment, il n'y a plus de trucs qui font une énorme différence entre les deux. Surtout qu'ils se ressemblent beaucoup. Oui, surtout que c'est quasiment les mêmes, hein. Tu peux faire Si illusion. Apple à résoudre les bugs endémiques qui sont là depuis le début du 6, peut-être que je ne changerai pas. Bien, on va en parler au responsable d'Apple. Merci Cédric. De mon côté, mon coup de cœur, c'est encore une application à la fois pour le Mac et l'iPad qui permet d'associer la tablette d'Apple avec l'ordinateur de la même marque pour rendre l'ordinateur d'Apple tactile. Cette fois-ci, il ne s'agit pas simplement de, comme j'avais pu vous le montrer il y a quelques semaines avec l'application Duet, de rendre le Mac interactif et tactile, et simplement de transformer l'iPad en une super tablette graphique. Pour le Mac, ça coûte très cher les tablettes graphiques avec écran intégré, hein, c'est plutôt des objets à plusieurs dizaines voire centaines d'euros, hein, du côté de chez Wacom notamment. Ben là, si vous avez un iPad, vous le connectez en Wi-Fi ou en USB à votre Mac et vous pouvez travailler avec Photoshop ou Illustrator directement avec les stylets pour iPad qui gèrent la pression. Et c'est assez bluffant. C'est un petit peu cher, ça tourne autour des 50 €. Ça s'installe à la fois sur le Mac et sur l'iPad, mais vous pouvez l'essayer pendant quelques jours gratuitement, donc n'hésitez pas. Oui, Paul, je sens que tu veux rebondir. Mais non, sur mais cette parce information. que c'est marrant que tu montres ça parce que la dernière rumeur veut que l'iPad Pro et les prochains iPads intègrent Force Touch, donc la technologie de l'Apple Watch qui permet de différencier un table d'une pression. Et pour ce genre d'application de dessin, Ce serait super. ça pourrait devenir vraiment intéressant. Donc voilà une piste pour l'iPad Pro, voilà une piste pour la semaine prochaine pour parler de l'Apple Watch. Encore une fois, soyez au rendez-vous. Nous serons en direct dès allez, disons 18h20, 18h30 grand maximum lundi prochain. D'un autre côté, vous pouvez retrouver Cédric dès dimanche sur LCI en plein écran. C'est bien ça, Cédric? Oui, s'il ouvre son micro, c'est mieux. Ouais, je disais, tu ne devineras jamais de quoi on va parler. Je sens que vous allez parler du Mobile World Congress. Et c'est-à-dire que je pense qu'on va avoir du mal à passer à côté. Ouais. Voilà. Donc la journée de Aucune vendredi, originalité. la journée de vendredi va être chargée à tout monter pour être prêt pour ce week-end. Bon courage. Cédric, Fanny, vous la retrouvez chaque semaine dans On fait le Mac et très prochainement dans une Fanny's Party, Fanny. Oui. Alors très bientôt d'ailleurs, fin mars à Rennes pour une première Fanny's Party en province. Bon, on va se mettre mal. Ouais, Rennes. Et après rendez-vous le 7 avril à Paris. Voilà. On peut venir à Rennes? On peut venir à Rennes. Parce Ah que oui, l'ambiance est oui, bien oui. à Rennes, moi j'aime bien. Tu seras. Non, mais la venez, question, est-ce que tu venez. seras là lundi pour le direct? Mais bien sûr que je C'est serai fin là mars, pendant le direct. suis un peu. Non, c'est lundi. J'ai annulé une visite d'exposition que j'avais réservée depuis super longtemps Dans pour être l'Apple là pour le Watch, quand même, direct. Fanny, Sache-le. Apple Watch. Bien, Idriss, on te retrouve tous les jours sur l'Argus du Mobile, également sur Watch TV, donc dans le garage avec Alexandre Lenoir, c'est bien ça? Oui, largusdumobile.com, le garage tous les mercredis, tous les 15 jours à midi sur Watch TV et également dans Men's Health et j'en passe et des meilleurs peut-être. Bien. Et puis, vous allez voir que la prochaine fois, il sera en super forme, il va tout défoncer, ça va être Sera génial. rasé surtout. On va essayer, il sera rasé, ouais. On va lui envoyer du gros. Merci Idriss d'avoir répondu à notre invitation. Quant à nous, on se retrouve dès lundi pour le direct de On fait le Mac spécial Apple Watch. Soyez au rendez-vous. Nous serons donc là, live, pendant presque, allez, on imagine une heure et demie. Hein, c'est le temps que durent généralement les conférences de Tim Cook. Et on n'oublie pas de saluer notre ami Paul. Bien sûr, tu seras là, bien sûr, lundi. Ah bah oui, parce que moi, en fait, je fais comme les Coréens. Là, je passe le week-end au studio pour préparer le direct. Non, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Petite chose. Mais non, Les arrête, stagiaires, en Mais même ils temps, aiment hein, se c'est faire bon. plaindre. Non, comme il y a ça. une grosse différence. Tu peux aller Les chercher Coréens, le ils sont café, payés, d'ailleurs. hein. Tu vas aller chercher le café. Fanny, quand même, non. Tu es pas comme ça, toi. Oui, Cédric? Bah attends, moi j'allais le chercher, normal. Voilà. Bien, bref, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Je pense qu'on passera un bon moment ensemble. J'ai hâte à la semaine prochaine, lundi, 18h20 sur YouTube et sur Dailymotion. À lundi.